Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite je vous remercie d'être avec nous pour ce webinaire. Je vous souhaite la bienvenue dans cette séance d'information qui va s'axer sur deux thèmes. Premièrement, la facturation électronique qui va être obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Et donc, nous avons développé une application qui va vous permettre d'enregistrer vos documents sur PayPal et de s'inscrire également sur PayPal. Donc cette application s'appelle Westpol. Et d'autre part, l'enregistrement des interventions culturelles à partir de l'application MyFieldBook. Donc c'est aussi quelque chose qui va être obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Donc ces deux applications seront disponibles sur notre plateforme Woolly Smart. Mais dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je suis Sébastien Deguel. Je travaille au service informatique des Lévéo. Et avec moi, plusieurs intervenants. Premièrement, Étienne Frogneux, qui travaille également chez Lévéo, qui va vous expliquer comment fonctionne Wally Smart, comment s'y inscrire et comment activer un profil et utiliser les applications donc Westpol et MyFeedbook. Christophe Baudard est également avec moi aujourd'hui. Il va vous expliquer comment fonctionne PayPal, comment s'inscrire sur ce réseau et comment utiliser notre application Westpol qui va vous permettre de créer des factures et également de les envoyer ou de les recevoir via le réseau. Alors également avec nous, Sébastien Weckmans, qui est administrateur délégué de Waldigifarm et qui vous présentera l'application MyFeedbook, donc le carnet de chant connecté. Alors vous remarquerez que vous n'avez pas activé votre micro et votre webcam, donc c'est normal. C'est pour éviter que tout le monde réagisse en même temps, donc il est préférable d'utiliser plutôt le chat qui va vous permettre de réagir et de poser toutes les questions auxquelles nous répondrons en fin de séance. Alors, la session ici sera enregistrée, donc si vous désirez en fin de séance revoir la session, n'hésitez pas à envoyer un mail à Marie-Hélène Buron qui vous retransmettra la session enregistrée. Alors, comment va se passer la session? Donc, premièrement, Christophe Baudard va vous expliquer comment fonctionne PayPal. Donc, il va un peu démystifier ce réseau et cette obligation qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Ensuite, Étienne vous expliquera comment se connecter sur Wally Smart, créer son profil, ajouter les applications nécessaires pour l'utilisation de Westpol et de MyFeedbook. Ensuite, Christophe reviendra pour vous faire une démonstration de l'application Westpol. Et puis, ce sera le tour de Sébastien Weikmans qui vous présentera l'outil MyFeedbook qui vous permettra d'utiliser le carnet de chant connecté. Et puis ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Nous allons les centraliser et y répondre en fin de séance. Donc voilà, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous expliquer en quoi consiste le réseau PayPal et tous les rouages qui s'articulent autour de ce réseau. Attends, bon.
Donc, pour commencer, peut-être deux définitions. Donc, qu'est-ce que PayPal? PayPal, c'est un réseau sécurisé, standardisé pour l'échange électronique de documents commerciaux comme les factures, permet une communication efficace et fiable en utilisant des formats communs, qu'on appelle dans ce cas-ci des fichiers UBL. Ça fonctionne via des points d'accès certifiés. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que PayPal, ce n'est pas une plateforme sur laquelle on va déposer des fichiers et puis éventuellement les télécharger. Non, c'est un réseau d'échange, un petit peu comme on a les réseaux d'échange d'email. C'est le même genre de fonctionnement. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est un réseau d'échange avec un format bien défini. Et donc, la facturation électronique, ça signifie l'échange de données dans ce format via ce réseau. Et ça ne veut pas dire simplement des échanges dématérialisés de factures. Donc, si vous envoyez une facture en PDF par email, ce n'est pas valable. C'est pas ça qu'on entend par facturation électronique. Il faut absolument envoyer les fichiers structurés dans le format UBL à travers le réseau PayPal. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, déjà, première chose, ben, voilà l'exemple d'un fichier UBL. Donc là, vous vous rendez bien compte que c'est assez illisible par un humain et encore plus difficilement constituable. Si vous deviez écrire un fichier comme celui-là, ben, c'est totalement impossible. Donc, il y a uniquement des machines qui peuvent faire constituer ces fichiers-là et les lire. D'où la nécessité d'avoir un programme adapté à cela. Donc, comme je le disais, ben, le réseau, c'est un ensemble de points qui sont reliés entre eux, permettant l'échange. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, ben, c'est que ce n'est pas une plateforme, mais il ne faut pas non plus avoir peur du réseau. Les échanges se font de manière vraiment transparente. On n'a pas besoin de savoir où sont les points d'accès de chaque interlocuteur. Donc, l'expéditeur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il envoie son fichier à travers le réseau via un point d'accès au réseau. À travers le réseau, recherche est faite, mais sans que l'expéditeur ne s'inquiète. Recherche est faite du destinataire et donc lui, via son point d'accès, reçoit le document. Mais vraiment, comme quand on envoie un mail, euh, le mail est parti, c'est le serveur de mail qui cherche après le serveur du destinataire qui, lui, va le récupérer. Alors, qui est concerné par PayPal? Ben, toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise assujettie à la TVA? Ben, c'est une entreprise, c'est quelqu'un qui possède un numéro de TVA. Donc, même si l'activité est minime, dès qu'on a un numéro de TVA, on est considéré comme une entreprise assujettie. Même si c'est juste pour une activité très, très réduite, dès qu'on dispose de ce numéro-là, on entre dans l'obligation. Au niveau agricole, on connaît deux régimes, le régime normal et le régime souvent appelé régime forfaitaire. Il y en a peut-être qui ont entendu dire que ben, quand le forfait n'est pas dans la même obligation que les autres et ne serait pas obligé de débuter au 1er janvier 2026. En fait, ce n'est pas correct. Le forfait, effectivement, ne commencera pas au 1er janvier 26, mais le forfait agricole n'est pas concerné. Donc, il y a toute une série de professions qui sont au forfait, comme les bouchers, les boulangers, les coiffeurs, etc. Eux ne sont pas dans l'obligation, mais parce que leur forfait va disparaître en 2028. Par contre, le forfait agricole va subsister et lui, ben, il est soumis à l'obligation dès le 1er janvier 2026. C'est pour cette raison qu'on parle maintenant plutôt du régime spécial agricole pour le distinguer du régime forfaitaire. Et sachant que le forfait disparaîtra, le régime spécial agricole, lui, va perdurer. Alors, quelles sont les obligations en Belgique? Actuellement, ben, la facturation aux entreprises publiques est déjà obligatoire.
Bon, dans le domaine agricole, on est moins concerné par cela. Et à partir du 1er janvier 2026, ce qu'on appelle les factures B2B, donc c'est d'entreprise à entreprise. Donc, quand on dispose d'un numéro de TVA vers quelqu'un d'autre qui dispose d'un numéro de TVA, l'obligation entre en vigueur au 1er janvier 26. Il y a une grosse particularité quand même, c'est que on parle beaucoup de factures, mais l'autofacturation, c'est une procédure où le client établit lui-même la facture au nom et pour le compte de son fournisseur. Et donc ça, c'est souvent utilisé quand le client détient les données les plus précises sur l'opération. Et dans le milieu agricole, on est souvent concerné par cela. Exemple, la laiterie, la sucrerie, la meunerie. C'est la laiterie qui sait exactement les quantités de lait pompées, les dosages matières grasses, protéines, etc. Même chose au niveau de la sucrerie, mais le taux de sucre, la tare, etc. C'est la sucrerie qui a toutes ces informations-là et qui est capable d'établir le document le plus correct. Et donc, on a l'habitude de cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce procédé-là reste autorisé par l'État belge. Il y a un décret qui est sorti récemment pour bien le préciser. Couramment, on parlait beaucoup de bordereau d'achat, mais maintenant, il faudra changer le vocabulaire. On va parler d'autofacturation, mais c'est la même chose. Il faut, dans ce cas-là, une autorisation du vendeur. Il est fort probable que pour ce qui est les laiteries, sucreries, meuneries, on soit dans la routine de ce qui était déjà enclenché et donc les autorisations vont être assez automatiques. Il y a d'autres commerces pour lesquels il faudra quand même se mettre d'accord entre le vendeur et l'acheteur, notamment le commerce de bétail. Parce qu'il faudra vraiment faire attention. Un seul document par transaction devrait être transmis via le réseau. Donc, il ne faudrait pas que le marchand fasse une autofacture quand il achète un animal et qu'en même temps, l'éleveur en fasse une et que les deux transitent par le réseau. Il faudra se mettre d'accord pour que un des deux établisse le document. Soit l'acheteur fait l'autofacture, soit le vendeur fait la facture. Alors, quelles sont les obligations au 1er janvier 26? La toute première, c'est d'être inscrit sur le réseau. Donc, dès qu'on a un numéro de TVA, l'obligation, c'est au 1er janvier 26, être inscrit sur le réseau. Une fois qu'on a ça, on est déjà sûr d'être en ordre et d'éviter les amendes pour non-inscription. Amendes qui risquent quand même de s'élever. On parle de 1 500 €, voire plus, pour ceux qui tarderaient à se mettre en ordre. Alors, dans le cas où c'est nécessaire, il faudrait émettre des factures à travers le réseau. Donc, c'est ceux qui sont au régime normal qui devront émettre des factures, si besoin, parce qu'il est possible que ce soit les acheteurs qui émettent tous les documents. Celui qui est au régime forfaitaire n'a pas besoin d'émettre de facture. Et donc, lui, ce qu'il faut, c'est être inscrit sur le réseau et recevoir les différents documents à travers une application qui est connectée au réseau. Bien entendu, avant de se lancer, il est utile de bien choisir l'outil qui convient. Donc pour cela, c'est opportun de savoir identifier ses besoins. Donc premier besoin, je reviens à cela, c'est d'éviter les amendes. Donc dès qu'on est inscrit, on sait que on va éviter les amendes. Est-ce qu'on a des factures à émettre? Est-ce qu'on aura des autofactures à émettre? Par exemple, quelqu'un qui reçoit les autofactures des meuneries, des marchands, etc., se dit j'en ai peut-être pas besoin. Puis une fois de temps en temps, oui, mais j'achète quand même de la paille chez quelqu'un qui est au forfait. J'ai une autofacture à émettre parce que lui ne dispose pas du programme. Donc, il faut quand même se poser ce genre de questions. Quelles données je souhaite collecter? Donc, on va collecter des données à travers des fichiers, mais après, qu'est-ce qu'on veut en faire?
quels sont les volumes de données. Donc, si on a beaucoup de documents, beaucoup de factures entrantes ou sortantes, ben, c'est important quand même de connaître cela parce que les tarifs peuvent être liés à cela. Et quels sont les partenaires qui ont besoin des fichiers, donc les fichiers UBL qu'on va recevoir? Est-ce qu'on a des comptables, des centres de gestion, etc., qui ont besoin de ces fichiers-là pour valoriser les données à travers les comptables? Donc, une fois qu'on sait un peu tout cela, tous les besoins dont on a, ben, il faut essayer de connaître les outils. Connaître tous les outils qui sont sur le marché, c'est totalement impossible, mais on peut toujours essayer de se renseigner sur quelques-uns pour voir lesquels sont les plus adaptés à sa situation. C'est important à travers ces outils de avoir une maîtrise et des données et de leur échange. C'est quand même important de savoir où on est, avec qui on travaille et comment ça fonctionne et est-ce que on aura une bonne maîtrise des données. Et pour terminer, ben, quelle est la politique tarifaire et les conditions d'arrêt? Euh, donc, comme je vous disais, ben, il y a des politiques tarifaires forfaitaires, il y en a d'autres qui sont liées au volume des échanges, et donc c'est important de savoir quelle est la politique tarifaire générale. Essayer de deviner l'évolution de la politique tarifaire, ça, c'est pas toujours facile. Et puis, quelles sont les conditions d'arrêt? Donc, si on est avec un fournisseur et qu'on envisage de le quitter, ben, comment est-ce que c'est facile de sortir? Est-ce qu'il y a des préavis, etc. C'est toujours bien avant de se lancer, de savoir comment ça fonctionne à ce niveau-là. Donc, dans le cadre de ces obligations-là, ben, l'Huawei a développé un outil appelé Huawei Pol, mais également un deuxième qui s'appelle Westpol pour répondre aux spécificités du secteur agricole. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu? Ben, commencer par quelque chose de très facile, donc notamment l'inscription. Elle est hyper facile, 2 clics suffisent pour se connecter au réseau et être à l'abri des amendes. L'outil permet de gérer des clients et des fournisseurs, donc les clients à qui on devrait émettre des factures et les fournisseurs pour lesquels il faudrait émettre des autofactures. Donc on n'a pas besoin d'encoder tous ces fournisseurs pour toutes les factures entrantes, mais ceux pour lesquels on devrait établir des autofactures. On gère des articles avec référence, donc toute une série d'articles sont déjà référencés avec notamment des unités et des taux de TVA en rapport avec ces articles-là. Le programme permet d'éditer des factures, mais aussi des autofactures et les notes de crédit qui s'y réfèrent. L'outil collecte et stocke les données. Donc, toutes les données sont stockées sur nos serveurs et à disposition évidemment de l'utilisateur à tout moment. On peut également suivre les paiements et faire des transferts de fichiers vers des tiers, comme notamment les comptables. Alors, quelle est la diversité des articles qui peuvent être saisis dedans, donc pour les commercialisations, ventes ou autofactures? Bien entendu, les animaux, les bovins, mais aussi les ovins, les caprins, les porcs, etc. Les produits de culture comme du grain, de la paille, des fourrages, les produits laitiers, du colostrum et puis tous les produits de transformation comme du beurre, fromage et yaourt. Mais aussi des machines, donc si on doit vendre un tracteur et que l'acheteur a besoin d'une facture, on va pouvoir facturer cela. On peut encoder des prestations de services comme des travaux d'entreprise, mais tout type de prestations peuvent être encodées à travers le système et d'autres activités de diversification comme le tourisme. Donc voilà, maintenant vous avez un peu j'espère, une meilleure vue de ce qu'est PayPal et de l'outil que l'on propose. Étienne va vous montrer comment pouvoir se connecter au réseau.
Merci Christophe. Mais oui, donc on va laisser la parole à Étienne qui va partager son écran et expliquer un peu comment fonctionne Woolly Smart et comment s'inscrire sur Woolly Smart, créer son profil et utiliser les applications disponibles. Mm. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter WallySmart. Qu'est-ce que WallySmart? WallySmart est une plateforme numérique interopérable unique en Wallonie. Donc, WallySmart a comme objectif de faciliter par le numérique certaines activités du secteur. L'intérêt premier de WallySmart est de permettre une connexion unique que je vais vous présenter. Et ça permet aussi un accès à une multitude de services. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, la page d'accueil de WallySmart permet de s'authentifier via Sésame. Sésame que vous connaissez peut-être déjà pour vous à votre banque ou services fédéraux. Si vous cliquez dessus, vous pouvez être redirigé vers la page de Sésame qui vous permet de vous connecter via votre carte d'identité électronique ou via l'application It's Me. Dans mon cas, moi, je vais utiliser It's Me, donc je clique sur It's Me. Je suis redirigé vers la page It's Me. Je peux alors soit scanner directement le QR code avec mon application It's Me, soit encoder mon numéro de téléphone et je recevrai une notification sur mon téléphone. Donc, je vais scanner le QR code et sur mon téléphone, je vais répondre aux questions que It's Me me demande. Et je suis connecté et inscrit à l'application WallySmart. La première fois que je vais l'arriver, ici vous voyez qu'il y a déjà un profil Westpol qui a été créé. Je vais l'utiliser tout à l'heure, mais la première fois, vous n'aurez rien. Il faudra alors créer votre profil, simplement en cliquant sur Ajouter profil. Et là, vous avez le choix. Soit vous avez déjà un numéro de TVA ou vous n'en avez pas. Vous pouvez, si vous n'avez pas de numéro de TVA, ajouter un nom, un profil directement en choisissant un nom et un type de profil. Par exemple, je suis conseiller. Ce profil-là est ajouté, mais il doit être validé par un administrateur de la plateforme, donc temporairement, vous ne savez pas l'utiliser. Si vous avez un numéro de TVA, vous pouvez alors apporter directement les données qu'on a, récupérer à la BCE. À ce moment-là, quand j'ai encodé mon numéro de TVA, WallySmart va faire une requête donc à la BCE, la Banque Carrefour des entreprises, pour récupérer les identités des personnes qui font partie de cette société-là, vérifier que vous, ici en personne physique sur la plateforme, vous faites bien partie de cette société-là. Et on va aussi récupérer les codes NAS. Les codes NAS, ça permet d'identifier le secteur dans lequel la société se trouve. Il y a aussi une récupération des données chez les 3 partenaires actuels de la plateforme WallySmart, que sont l'Arcia, le Comité du lait et les VO. Dans ce cas-ci, on voit qu'on a fait une requête à l'Arcia, au Comité du lait et chez les VO, mais il n'y a pas d'existence de cette société-là dans, dans ces structures-là. Donc, il me dit que je n'ai pas d'accord disponible à ajouter, mais que je peux quand même créer mon profil grâce aux données que j'ai récupérées à la BCE. Ce que je fais. Donc, on voit que mon profil a été créé. Et donc, maintenant, si je retourne dans la liste, je vois que ici, mon nouveau profil a été créé, de type agriculteur. Donc, à ce moment-là, je peux cliquer dessus et j'arrive clairement directement dans la plateforme WallySmart. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les applications. Et donc là, si je clique dans le menu à gauche sur Applications, je me retrouve dans le catalogue de toutes les applications qui sont disponibles sur WallySmart. Et donc, on peut voir qu'il y a MyFieldBook qui est présent, entre autres, et aussi Westpol. Westpol, c'est celle qui m'intéresse ce matin, donc je clique dessus. Et là, je vais avoir le descriptif de Westpol qui m'explique ce que ça fait. Je peux aussi avoir quelques captures d'écran de l'application que je vais utiliser, ainsi que des informations de contact.
donc la helpline de Westpol. Si je suis d'accord et j'ai envie d'utiliser cette application, j'en fais la demande en cliquant sur le bouton à droite ici, demander l'application. Et à ce moment-là, une demande d'autorisation est envoyée au propriétaire de l'application qui va pouvoir accepter ou refuser que j'utilise son application. Donc là, on est dans l'attente que le propriétaire accepte ou pas. Si je vais dans le deuxième profil, ici, le propriétaire a déjà accepté que j'utilise son application, donc elle se retrouve dans les applications installées et je peux dès lors l'utiliser. Rien de plus simple, je clique dessus et l'application s'ouvre directement sans devoir se réauthentifier. Donc voilà, ici on est arrivé dans Westpol. Donc je repasse la parole à mon collègue Christophe qui va vous expliquer ce que c'est Westpol. Voilà. On va maintenant voir comment se connecter. Rien de plus simple, on se connecte sur paramètres de facturation. Donc dès qu'on arrive dans le paramétrage sur Westpol, le système vérifie si on est connecté ou pas au réseau. Et donc c'est quasi instantané. On voit ici, je ne suis pas connecté. Le programme me propose de m'abonner, m'inscrire à PayPal. Il me propose mon numéro de TVA, mes coordonnées. Et si je suis d'accord avec ce que je vois là, je n'ai plus qu'à confirmer et ainsi je suis abonné au système. Après m'être abonné, l'utilisation. Peu capricieux, mais voilà, donc les premières choses à Donc la première chose, c'est la gestion des intervenants. Donc on va voir, comme je vous l'ai dit, pouvoir ajouter les intervenants à l'exploitation. Donc on peut avoir différents types d'intervenants. Bon, ce qui nous intéresse essentiellement ici, ce sont les clients et les fournisseurs. Donc on pourrait avoir un client qui est à la fois éleveur et client à qui on facture. Donc si il est éleveur, je peux aller le rechercher par son numéro de troupeau plutôt que par son numéro de TVA.
Et le programme, dans ce cas-là, il va rechercher le client sur base de son numéro de troupeau, mais va faire le lien avec son numéro de TVA parce qu'on a des bases de données qui sont interconnectées avec la banque Carrefour. Et donc, dans ce cas-là, on sait ajouter des intervenants. On peut spécifier qu'il est client et fournisseur si on le souhaite. On peut également ajouter des intervenants, des clients qui seraient éventuellement non assujettis à la TVA, mais pour lesquels on veut faire des factures. Donc, dans ce cas-là, on peut faire la création manuelle de l'intervenant. Donc, là, on doit lui indiquer son nom. On lui met une adresse mail. On dit qu'il n'est pas assujetti. Là, on va renseigner la localité de notre client. Et il est enregistré. Et bien entendu, on peut également ajouter des clients à partir de leur numéro de TVA. Client ou fournisseur. Hein. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer puisqu'il a retrouvé le client sur la banque Carrefour. Donc là, ben, on peut les ajouter au fur et à mesure ou bien quand, une bonne fois pour toutes avant qu'on en ait besoin. L'ajout des articles, bon, ça c'est peut-être plus important. Donc, on a toute une série de familles d'articles, les animaux, mais aussi les autres productions, produits des cultures commerçables, les fourrages produits, les pailles produites, les produits laitiers, mais aussi toute une autre série de familles d'articles. Donc là, bah, tout ce qui est matériel, mais aussi éventuellement des aliments, des matières premières, services et biens matériels divers. Donc là, c'est vraiment très très large dans tout ce qu'on peut commercialiser. Bien, j'aurais pu aller dans autre production ou bien de services. Et donc là, je pourrais dire les travaux pour tiers, par exemple, travaux d'entreprise. Donc, sachant ce que c'est comme article, mais on propose éventuellement comme unité des heures, mais ça peut être des surfaces ou des journées. Et puis, on adapte le taux de TVA si besoin. On peut renseigner un compte général ou pas, puis on peut sauvegarder l'article. On peut ajouter d'autres articles. On va dire par exemple des ovins. Je veux pouvoir commercialiser des moutons, ovins adultes. Ben, il me demande soit d'adapter le libellé ou pas. Je vais lui dire, tiens, je mets vente de brebis, taux de TVA, compte général éventuellement, je sauvegarde l'article. Et ainsi de suite, je peux encoder les différents articles que je veux pouvoir commercialiser. Comme on a parlé tout à l'heure d'autofacture, ben, je peux également renseigner toute une série d'articles que je veux pouvoir acheter. Donc, de nouveau, bovin, mais je pourrais dire, j'achète des litières, paille de froment. Si j'ai envie de voir uniquement le mot paille sur la facture, je peux indiquer simplement paille. Ici, vous voyez, ben, il a changé. On ne parle plus en heures comme pour les prestations, mais en kilos. Je sauve l'article. Et donc, je vais pouvoir ajouter tous les articles que je veux voir apparaître sur mes factures. Une fois que tout cela est prêt, ben, je peux aller encoder mes documents. Alors, quel type de document? Ben, soit une facture, soit une autofacture.
Si j'encode une facture, il va me demander à quel client. Si j'avais dit que c'était une autofacture, il me demandait qui était le fournisseur. Il va me demander quel article je vends. C'est les articles que je viens de définir, mais je pourrais aussi en recréer d'autres à partir d'ici. Je lui ai vendu 3 brebis, par exemple, 300 € hors TVA. Bien, j'aurais pu définir que c'était TVA comprise. Le programme va me recalculer le montant hors TVA. J'ajoute l'article à la facture. Et puis, je peux, à ce moment-là, soit sauver mon brouillon, visualiser le brouillon. Donc ici, il me demande mon numéro de compte bancaire pour pouvoir générer mon brouillon. Ensuite, je peux sauvegarder mon document et faire les envois à PayPal ou via mail. Donc, le programme ici, il va réagir en fonction des différentes situations possibles. Si le client enregistré sur PayPal et donc est quelqu'un d'assujetti à la TVA, je pourrais envoyer le document via PayPal. Si jamais je lui ai défini son adresse mail en plus de définir son numéro de TVA, je vais pouvoir envoyer à PayPal plus mail. Donc ici, le bouton ne s'active pas parce que je n'ai pas encodé l'adresse mail de mon client. Et donc l'envoi PayPal sera unique. Évidemment, ça suffit de l'envoyer là pour être en ordre, mais si on préfère faire un envoi parallèle par mail, c'est possible. Et quand on travaille avec des clients non assujettis à la TVA, bien entendu, on ne sait pas envoyer les factures à travers le réseau PayPal. Et donc, ça sera à partir d'un envoi mail qu'on va pouvoir travailler. Donc, je définis l'adresse mail de mon client. Donc, si je change de client, que je vais chercher mon client non assujetti, dans ce cas-là, ce que je pourrais vendre chez lui, c'est faire les factures à mon client non assujetti et les envoyer par mail ou éventuellement par papier si c'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse mail. Dans ce cas-là, j'imprime le PDF et je lui transmets la facture comme on avait l'habitude de faire avant d'être sur le réseau. Les autofactures, comme je vous disais, c'est le même système, mais en appelant les fournisseurs. Donc, vous voyez, ça s'adapte directement dès que je passe de facture à autofacture. Je peux passer à ce moment-là chez les fournisseurs et encoder à ce moment-là des achats. Donc, comme par exemple un achat de paille, je définis la quantité, le prix et je fais le document de la même manière que je fais les factures. Une fois que tous ces documents-là seront établis, ce que je peux faire, c'est gérer les documents reçus et les documents envoyés. Donc, on reçoit les fichiers sous forme de fichiers UBL et on les envoie également sous forme de fichiers UBL. Tout cela va arriver dans une forme de bibliothèque en documents reçus, documents envoyés. Et donc, à partir de là, on peut gérer tous ces documents et également gérer les suivis des paiements. Donc là, au niveau des paiements, c'est de pouvoir dire, tiens, j'ai payé cette facture-là, j'ai été payé de factures émises. Donc, c'est simplement des coches des factures émises ou reçues. Le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire le fichier UBL, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le fichier UBL, c'est quelque chose d'assez illisible. Le programme, il va permettre de le lire et d'aller voir le contenu. Et dans le contenu, éventuellement un numéro de compte, une communication qui aurait été établie que je peux, à ce moment-là, facilement recopier dans mon virement. Donc voilà
principe de l'outil. Merci Christophe. Je vais repartager mon écran pour vous donner d'autres informations concernant Westpol. Donc Westpol, pour qui est-ce que c'est disponible? Pour toute entreprise qui est connectée sur Holy-Smart. Donc Étienne vous a expliqué un peu comment s'y connecter et comment créer un profil. Donc à partir de Holy-Smart, l'application est disponible pour tout le monde. Et à quel prix? Donc l'inscription au réseau PayPal est gratuite en 2025 et 2026. Donc ça, c'est un avantage qu'on a eu avec notre point d'accès. Et alors, on travaille par abonnement, donc c'est 100 € par an. Donc si vous commencez aujourd'hui, on est le 15 du 12, vous aurez accès à Westpol pendant une année au prix de 100 € et alors l'abonnement sera renouvelé automatiquement après un an. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser vos questions dans le petit onglet Q et R. Donc on y répondra en fin de séance. Donc je vais laisser la parole à Sébastien qui va vous expliquer le principe de MyFeedbook. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez correctement? Oui, on t'entend Oui, bien, ok, Sébastien, merci. parfait. Donc voilà, bonjour à tous. Donc Sébastien Wakeman, association Walji Farm. Donc j'interviens ici en tant que partenaire de la plateforme Wallis Smart pour vous présenter la solution MyFeedbook, qui est une solution qu'on a développée et qu'on héberge sur la plateforme pour répondre aux nouvelles obligations d'enregistrement électronique des phytos, dont certaines dispositions entrent également en vigueur au 1er janvier 2026. Alors, je fais attention de bien faire la distinction entre facturation électronique qui est obligatoire pour toutes les entreprises actives en Europe à partir du 1er janvier 2026, mais la plupart des fermes sont également concernées par cette question d'enregistrement électronique des phytos obligatoires en tant qu'utilisateur professionnel de phytos sur les territoires de l'Europe. Donc pour les agriculteurs, parfois c'est un double virage numérique et donc je suis là en fait pour vous en parler en quelques minutes. Alors sans rentrer dans les détails parce que cette législation est quand même relativement complexe, mais je pense qu'il est important de vous préciser. Est-ce que vous voyez mon écran avec les impacts majeurs? Par contre, je ne sais pas voir. Voilà, donc ça arrive à l'écran. Parfait, donc il y a un léger décalage. Donc sans rentrer dans les détails, parce qu'on a beaucoup communiqué dessus et on communiquera encore au cours de conférences, donc jusque la fin février, donc c'est 2026. Donc cette nouvelle réglementation a des impacts majeurs qui sont grosso modo tout ce qui est écrit en rouge en fait sur ma figure. Donc les registres phyto vont progressivement devoir passer sous un format électronique. Dès le 1er janvier 2026, il y a toute une série de nouvelles mentions à enregistrer. Alors que vous soyez encore temporairement sur papier, que vous soyez déjà sur un format numérique, il y a 8 données additionnelles à marquer pour tout traitement phyto. Donc le type d'utilisation, le numéro d'autorisation, l'heure de début d'utilisation pour les produits qui sont soumis à des restrictions d'heures de traitement, les codes OEPP, je vais expliquer ce qu'il en est après, les stats phénologiques, je vais également l'expliquer, la localisation de la surface, la dose et la taille ou la quantité de la surface traitée. Donc je vais l'expliquer en fait par l'exemple très concret de MyFeedbook avec une petite démonstration, donc la manière dont ça fonctionne, hein, donc ce qui était obligatoire pour tout le monde et la manière dont MyFeedbook y répond. Juste rappel, donc si c'est pas un rappel, vous informer. Donc à partir du 1er janvier 2026, donc toutes ces données additionnelles doivent être mentionnées dans les carnets de champs, qu'ils soient électroniques ou sur format papier. Si vous êtes toujours au papier en 2026, pour autant que vous ayez fait évoluer votre carnet de champs papier avec ces données additionnelles,
vous pourrez le conserver sous format papier, mais à partir de 2027, à partir des traitements sur l'année civile 2027, 2028 et 2029, ces interventions phytopharmaceutiques, il faudra les consigner à terme dans des registres électroniques, dont, par exemple, c'est un exemple, le logiciel Malfeedbook, l'application Malfeedbook. Donc pour les 2027, 2028 et 2029, ce sera pour le 31 janvier de l'année suivante. À partir de 2030, ce sera dans les 30 jours de l'application. Voilà, je précise, je ne sais pas être beaucoup plus long à ce niveau-ci, sinon je vais vous prendre 1 heure. N'hésitez pas à vous inscrire, vous allez voir encore toute une série de formations, que ce soit celles données par Waldigifarm, par Cordair, pour vous expliquer ce qu'il en est. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Donc, MyFeedbook, en fait, est une application qui est une application que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme Wallis Smart. Donc, parmi, effectivement, à côté d'autres applications que vous connaissez déjà, que ce soit Agromet, que ce soit Westpol, que ce soit les applications de l'ARCIA, de la WE. Donc, c'est une application que l'on met à disposition, en fait, contre une licence de 90 € par année et par an, 90 € hors TVA, avec, je tiens à le préciser, 28 jours d'utilisation gratuite qui vous permettent, si vous êtes intéressé, de vous faire une idée. Donc, comme toute application, en fait, Wallis Smart, alors ici, elle est déjà installée, c'est ça que s'affiche le petit bouton ouvrir l'application, mais en tant que personne connectée à Wallis Smart, vous pouvez aller dans le catalogue des applications installables, cliquez sur MyFeedbook et comme c'est précisé, l'application est utilisable gratuitement pendant 28 jours et ce n'est qu'au-delà de cette période de 28 jours que je reprendrai contact avec vous pour envisager une éventuelle suite. Donc vous pouvez y aller. Les 28 premiers jours sont gratuits sans obligation d'achat. Alors comment est-ce que ça se présente en fait au niveau de l'application? Donc je vais aller sur mon application. On a voulu vraiment une application qui est très très simple et qui permet sur la plateforme Wallis Smart, donc elle est vraiment encapsulée dans la plateforme, répondre à toutes ces obligations d'enregistrement phyto. Alors vous avez un petit module qui est Mon compte, qui vous permet dans un premier temps de sélectionner la liste des cultures que vous souhaitez utiliser dans l'application. On a déjà intégré plus ou moins 140 cultures dedans. Logiquement, vous n'allez probablement pas souhaiter voir dans vos listes déroulantes à chaque fois que vous utilisez des cultures que vous n'allez jamais utiliser. Donc, il vous est possible en fait de sélectionner simplement en les cochant des cultures complémentaires que vous souhaitez voir apparaître dans l'application. Idem au niveau des opérations disponibles, on est parti sur une liste avec une centaine d'opérations, il y en aura encore des nouvelles, s'il en manque vous pouvez nous appeler, mais logiquement si vous ne faites pas de la vigne, vous n'allez pas souhaiter voir apparaître toujours en fait les opérations spécifiques vigne ou maraîchage. À relativement court terme, donc on espère d'ici pour le mois de juin, donc vous aurez également une liste de fertilisants organiques et de fertilisants minéraux, donc en fait pré-remplis qui vous évitera de voir les ressaisir, donc en tout cas de pouvoir les sélectionner également en liste, donc au sein de listes déroulantes. Et idem pour quelques petites options qui sont déjà intégrées dans la solution, notamment pouvoir déterminer un stade d'intervention, je vais expliquer ce qu'il en a pour l'instant, un opérateur si vous voulez mentionner qui a fait quoi, et également les options disponibles pour la gestion des effluents. Voilà, c'est un petit paramétrage que vous n'avez réalisé qu'une seule fois lors de la première utilisation du produit. Revenir éventuellement ultérieurement si vous voulez ajouter des cultures, c'est assez simple. Deuxième action à réaliser, c'est créer vos unités parcellaires, les parcelles pour faire relativement simple, avec la possibilité très rapidement de pouvoir, sous format tabulaire, en fait, créer donc l'ensemble de leurs parcelles, de vos parcelles, des parcelles que vous utilisez. Alors ici, je vais faire le test, donc je vais en rajouter, donc c'est test, donc parcelle test 1, parcelle test 2, on va les appeler comme ça. De pouvoir, donc c'est mentionner donc une surface telle que vous voulez, un numéro de référence qui, comme je l'expliquais, est la première donnée obligatoire dans ces registres électroniques lorsqu'elle est connue. Donc, c'est le numéro de référence PAC dans les déclarations de superficie. Donc, je vais prendre ceux de l'année dernière parce qu'ils sont connus. Je vais les parcelle numéro 13, numéro 8, on va faire comme ceci. Si je ne vais rien mettre inconnu. La possibilité, lorsque c'est inconnu, ce numéro de référence, de mentionner une géolocalisation, une localisation, une rue. Je vais remettre ici rue de la Gare, voilà, et un éventuel commentaire avant d'enregistrer les modifications. Et vos cultures, vos parcelles, désolé, donc une fois créées, en fait, vont être utilisables, que ce soit pour la prochaine saison culturelle, pour l'ensemble des saisons culturelles, donc c'est ultérieur. Après avoir défini ces unités parcellaires, vous allez définir les cultures. Donc, le principe de fonctionnement de l'application est toujours identique. On fonctionne toujours sur format de tableau, avec la possibilité de rajouter plusieurs cultures en même temps. Donc ici, je vais par exemple créer une culture, donc c'est le froment d'hiver. Je vais mettre en
créer 2. Voilà. Alors, vous avez tout de suite, en fait, la reprise de ce qu'on appelle les codes EPPO. Donc, j'en ai parlé il y a quelques secondes, quelques minutes dans la slide sur les nouvelles obligations, qui est un code standard européen permettant d'identifier les cultures sans interférence des langues ou de particularités locales. Donc, le code EPPO se marque automatiquement, donc vous n'avez pas à le noter. De manière sous-jacente à la solution, donc, est présente en fait un référentiel avec plus ou moins 4500 variétés cultivées, toutes cultures confondues en Belgique, qui vous permet de sélectionner voilà, comment dire, les variétés que vous souhaitez mentionner, avec toujours également la particularité, s'il en manquait il en manquait, hein, parce que logiquement, ces mises à jour, on ne sait pas être à chaque fois juste à la minute près, ou mise à jour à la minute près, la possibilité de sélectionner variété autre, et de mentionner en fait ici en commentaire la variété qui va être donc variété voilà, variété X. Donc c'est mentionné dedans. Mentionner, en fait, rattacher la culture à une parcelle, voilà, très simplement. Une superficie qui, par défaut, est la superficie de la parcelle, mais que vous pouvez également modifier si la culture n'occupe pas la totalité de la parcelle. 2 hectares 80, même chose, enregistrer les modifications. Et hop, voilà, qu'est-ce qu'il me demande? Une culture, c'est qu'il en reste une, voilà. Et c'est enregistré. Voilà, et vous allez pouvoir utiliser en fait ce catalogue de vos cultures tout au long de l'année. Dernière opération, c'est de saisir donc les interventions phytopharmaceutiques. Alors, on a conçu le système de pouvoir encoder, donc c'est des opérations simultanément sur plusieurs cultures, enfin plusieurs cultures de la même espèce lorsqu'il s'agit de traitement phyto. On les sélectionne, on ajoute une intervention. Vous avez, lorsque vous avez sélectionné une culture, donc les fameux stades BBCH qui sont les stades de développement des cultures qui sont mentionnés en fait sur l'acte d'autorisation de PhytoWeb. Donc, le cas échéant, lorsqu'il y a un stade d'application, il doit être mentionné. Ici, je vais me mettre par exemple sur un stade, sur le stade 3, donc, qui est la semence, donc la plantule n'a pas encore percé la surface du sol et la semence est en phase en fait d'imbibition. Je peux les modifier si j'estime que voilà que voilà que les cultures que je m'apprête à pulvériser ne sont pas au même stade. Même chose, une surface d'intervention que je peux modifier parce que je peux décider ou également de ne pas traiter donc l'ensemble de la culture. Vous avez un total en fait qui se met à jour. Une date de début. Donc le système a été propose par défaut en fait la date du jour, mais dans beaucoup de cas l'enregistrement va se faire hop, je reviens sur 2025. L'enregistrement va se faire a posteriori. Donc, on peut considérer ici, par exemple, pour un colza, donc une pulvérisation 4 septembre. 1 heure de début, alors qui est aussi une obligation européenne à partir du 1er janvier 2026 pour les traitements qui sont soumis à des restrictions d'heures d'utilisation. Donc, je vais marquer par exemple ici que je suis à 8 heures, à 8 heures du matin. Une date de fin, c'est uniquement pour les interventions qui se déroulent sur plusieurs jours. Un opérateur, un commentaire. Et alors, dans les listes d'interventions, donc on couvre la totalité des interventions, que ce soit du semis, de la récolte, du travail du sol, de la fertilisation. Et si je vais mettre dans le cas d'un traitement en fait phyto, j'ajoute l'intervention, la liste qui va s'afficher et la liste des produits qui sont ou ont été en fait autorisés pour la culture. Je vais prendre un exemple avec du Bitizangold. Le numéro d'autorisation, qui est une des 8 données additionnelles à mentionner dans les carnets de champ, est reprise automatiquement de PhytoWeb. Donc cette liste est mise à jour en fait tous les jours. L'unité également reprise à jour automatiquement de PhytoWeb. De même, le type d'utilisation est repris également à jour de manière automatique de PhytoWeb. Donc ce sont toutes des données que nous ne voulons pas mentionner. Je vais pouvoir spécifier une dose qui va me calculer en fait une quantité totale, ou à contrario, à considérer que je travaille à un bidon plein, je vais mentionner une quantité totale. Donc voilà, je vais mettre 12 litres qui va me recalculer. 12 000, ça ne va pas, bien évidemment. Hop, qui va me calculer en fait donc la dose de 0,85 litres par hectare. Je peux sélectionner la gestion des effluents, qui est une donnée obligatoire, donc au niveau région Lune, de mentionner ce qu'il est fait des effluents phytopharmaceutiques, si le pulvérisateur est rincé au champ, si la dilution est repulvérisée ou si vous travaillez avec un phytobac.
Je peux sélectionner, j'ai oublié de le faire en fait, donc c'est la cible, un éventuel commentaire et donc l'intervention est enregistrée et reprise en fait dans la liste des interventions avec la possibilité de le révisualiser ou de les remodifier ultérieurement. Donc c'est extrêmement simple. Voilà, donc je décide de ne pas enregistrer. Donc c'est la modification. C'est une application, comme je disais, voilà, extrêmement simple, donc qui couvre 100% des obligations liées à cette nouvelle réglementation d'enregistrement phyto, mais également ce qu'il est obligatoire de noter au niveau des carnets de chant pour le Vegaplan et pour l'IPM, pour ce qu'il en est. Si jamais il y a des questions, je reste à votre disposition dans l'échange, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Sinon, je vais rendre la parole à Étienne ou à Seb, je ne sais pas qui reprend la parole. Merci Sébastien pour ton intervention. Donc je vais repartager mon écran également. Oups. Voilà. Donc il n'y a pas de questions en fait dans le chat. Donc ce que je vous propose de faire, si vous êtes intéressé, s'il y a toujours la helpline qui peut répondre à toutes vos questions. Donc plusieurs helplines sont disponibles. Une helpline pour WallySmart si vous avez des soucis pour vous connecter ou bien si vous avez des questions à poser, il n'y a pas de stress. Donc, il y a le numéro de téléphone et le mail qui sont ici affichés. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler. Une helpline est disponible également pour Westpol, donc le module de facturation électronique, donc par téléphone ou par mail aussi. Donc au téléphone, bien prendre l'extension 4 parce qu'il y a plusieurs options qui vous sont proposées. Donc l'extension 4, c'est vraiment l'extension spécifique pour l'application Westpol. Et alors MyFeedbook, donc si vous avez des questions également, n'hésitez pas à poser toutes les questions par téléphone ou par mail, donc à Sébastien Wakemans qui vient de faire sa démo. Donc voilà, le webinaire se termine ici. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. Je remercie également tous les intervenants qui ont pu expliquer WallySmart, Westpol et MyFeedbook. Merci à eux et bonne journée à tous. Voilà, donc la question, c'était... La question concernait la transmission des données au comptable. Donc, plusieurs moyens, soit un moyen manuel en disant je sélectionne tous mes PDF et tous mes fichiers BL sur une période et je les envoie par mail dans un fichier
zippés, ou soit je paramètre pour que ce soit des envois automatiques. Donc le système d'envoi automatique permet de définir une fréquence d'envoi. Donc je pourrais dire j'envoie tous les mois à mon comptable ou tous les trimestres éventuellement si c'est pour la déclaration TVA trimestrielle. Je définis l'adresse mail sur laquelle ça doit être envoyé et la date à laquelle c'est envoyé. Donc, par exemple, le 15 du mois qui suit. Ça, c'est à se mettre d'accord avec le comptable pour que ce soit le meilleur moment convenu. Mais on n'envoie pas systématiquement le premier du mois suivant au cas où il y a quelques factures tardives qui arrivent encore datées du mois précédent. Et donc, une fois qu'on a paramétré tout cela, les envois se font de manière automatique. Ou bien ça pouvait être de manière automatique chaque fois qu'on reçoit un document, mais sans doute que le comptable ne sera pas très satisfait de recevoir un mail à chaque document. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a opté pour le paramétrage de la fréquence et du moment de l'envoi. Bon, ben, concernant les factures étrangères, donc déjà deux possibilités. Il faut voir si l'interlocuteur est sur PayPal ou pas, parce qu'on sait que d'un pays à l'autre, les dates de mise en œuvre ne sont pas les mêmes. Les Français avaient prévu de commencer le 1er janvier 26, mais ça a été reporté. Mais ce n'est pas ça qui empêche les entreprises de se mettre sur le réseau. Donc, on entend déjà qu'il y en a certains en France ou dans d'autres pays qui sont déjà connectés. Dans ce cas-là, les factures peuvent être transmises à travers le réseau PayPal, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, l'obligation de transmission des documents d'un pays à l'autre sera obligatoire. On parle de 1er janvier 2028. Il faudra voir si ça se confirme. Donc, en attendant, ben, on peut soit les faire transiter à travers le réseau, soit continuer avec des papiers ou des mails. Et c'est une bonne question de voir si dans ce cas-là, on pourrait les télécharger sur Westpol. On y a déjà pensé justement pour stocker ces documents-là à côté des autres pour avoir une centralisation des documents. Donc, ça sera probablement développé au début de l'année pour stocker toutes les factures au même endroit. Bon, évidemment, elles ne seront pas gérées de la même manière que les UBL. Si on les met là, ça sera juste un stockage de PDF. Par contre, tout le reste des
des documents, bon, ben, on sait gérer en exportant notamment les données dans des Excel pour faire toute une série de gestions et de sommes. Ça, il ne faut quand même pas s'attendre à ce qu'il y ait une gestion de ces documents-là, puisque ça sera parti. Donc voilà. S'il n'y a plus de questions, ben, je pense qu'on va rester là. Je pense que Sébastien va pouvoir clôturer. Hein. Reclôture. Oui, bien entendu, les données, bon, ben, elles sont stockées sur nos serveurs. Ben, les seuls qui peuvent avoir accès, c'est l'utilisateur et les personnes qui vous accompagnent au niveau de la helpline peuvent, si besoin, se connecter pour consulter les données. Sinon, les données sont bien accessibles uniquement par l'utilisateur et uniquement lui. Et bien entendu, pas par des intervenants extérieurs. Bon, à travers la plateforme WallySmart, on pourrait à terme envisager, comme pour les autres échanges de données, que l'utilisateur puisse définir à qui il pourrait les rendre accessibles et partagés. Parce que ça, c'est une particularité de WallySmart, mais en tout cas, vous pouvez être assuré que sans consentement, les données ne sont accessibles que par l'utilisateur. Encore merci pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui ont pu faire les démonstrations aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.